mots yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la sañ a attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Jo Cabral, auteur de l'ouvrage intitulé Sénégal, quand la trajectoire de croissance de l'économie disqualifie les qualifiés. Notre invité est un professeur d'économie à la FASEC, la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également, Jo Cabral, directeur du LINC, c'est le laboratoire de recherche sur les institutions et la croissance. Coordonnateur, enfin, scientifique du CRES, c'est le consortium sur la recherche économique et sociale. Alors, oui, auteur de l'ouvrage Sénégal, quand la trajectoire de croissance de l'économie disqualifie les qualifiés. Toujours en insistant sur le capital humain, mais d'abord, par définition, dites-nous, qu'est-ce que vous appelez qualifié? Alors, il est considéré qualifié ou un individu doté de qualification, une personne qui a complété au moins 6 années d'études. Il reste entendu que les niveaux de qualification dépendront du diplôme qui a été obtenu. Dans notre système, un individu qui arrive en 6e est supposé avoir eu au moins l'examen du CFE, si je caricature. C'est un individu qui va être très faiblement qualifié, mais qualifié quand même parce qu'il a bouclé 6 années d'études. Vous trouverez au niveau de l'échelle beaucoup plus élevée des individus très qualifiés. Ceux qui ont, par exemple, un niveau Bac plus 5 plus, seront en haut de l'échelle. Oui, alors, 8 chapitres, mais d'abord en guise d'introduction, vous avez parlé et défini, représenté les qualifiés au Sénégal. Mais dites-nous, oui, Jo Cabral, plus de la majorité des Sénégalais ne sont pas dans cette catégorie alors. Problématique, non? C'est tout le sens de cet ouvrage qui s'est voulu provocateur. Parce que depuis plus de 2 décennies, j'essaie de comprendre le phénomène. Et donc, lorsqu'on prend les premières enquêtes ménages, bon, 92... Rappelez que vous l'avez constaté du dedans, c'est-à-dire vous avez travaillé avec le ministère des Finances. Avec le ministère des partenaires techniques et financiers du Sénégal. Que j'ai observé ce phénomène. Lorsque vous êtes chercheur, naturellement, vous pouvez faire une publication, cela vous aide à graduer. Mais après, quelle est votre utilité sociale par rapport au reste de la communauté? C'est là où je me suis dit que peut-être que pour choquer, je mesure bien mes mots, il fallait que j'écrive cet ouvrage. Parce que nous partons de 95. 95, c'était une enquête ménage phare du Sénégal, décembre 2. Qui révélait quoi? Qui révélait qu'il y avait à peu près 8 personnes sur 10 qui sont présentes sur le marché du travail, qui n'ont pas dépassé le cap des 6 années. Et qui n'étaient pas qualifiés. Qui n'étaient pas qualifiés. Alors, ce que je n'avais pas fait par contre, c'est analyser les 2 bouts du marché. C'est la raison de cette recherche-là. Généralement, nous voyons un côté du marché, l'idée reçue que nous avions jusqu'ici, c'est qu'il y avait une inadéquation entre le côté offre et le côté demande. Conséquences, des politiques sont mises en œuvre. Mais naturellement, un problème mal posé ne peut pas être résolu. Ce que j'ai pu constater, c'est que autant du côté de l'offre que du côté de la demande, nous avons au moins à peu près 8 personnes sur 10 qui sont non qualifiées. C'est la raison de ce travail. Oui. Et ce travail, vous l'avez dit, comprend 8 chapitres, et notamment dans le chapitre, vous l'avez dit, de 1 à 4, vous avez justement évoqué ce problème, notamment cette problématique. Oui, mais cette problématique liée à l'économie sénégalaise, dites-vous. Pour retenir quoi, finalement? Pour retenir le fait que nous avons une trajectoire de croissance, mais lorsqu'on s'intéresse à la structure de l'économie, nous avons une économie qui est plus dotée en facteur travail. Et malheureusement, lorsque vous interrogez le segment travail, c'est beaucoup plus
la demande en travail non qualifié qui domine. Donc, l'intensité est plus dominée par du travail non qualifié que du travail qualifié. Et du coup, vous avez une croissance qui peut avoir une embellie, mais en réalité, la réalité est tout autre. Elle est plus portée par ce segment des non qualifiés qui draine le secteur informel. C'est en fait ça la réalité qui nous a été donnée. Concrètement, vous avez mené l'étude à partir de cas illustratifs. Ouais. Oui, dites-nous ce que révèle ce cas, c'est-à-dire aujourd'hui un marché dominé par l'informel, absorbé par l'informel, alors que la minorité est qualifiée. Oui, comment cela se représente? Comment cela se représente? En fait, nous ne sommes pas trop loin du scénario que la Malaisie a connu à l'entame des années 70, avant de mettre en place son programme, le NEP, New Economic Policy. C'est un scénario où vous avez, au début des années 70, une sécheresse, combinée au fait que des terres commençaient à être attaquées par des problèmes de salinité. Conséquence, vous avez une migration qui part des zones rurales vers Dakar. Une migration beaucoup plus alimentée par des individus qui ne sont pas qualifiés. Vous ajoutez à cela tous les chocs que nous avons subis. Il va sans dire que Dakar, concentrant l'essentiel du capital des entreprises, attire ceux-là qui n'ont pas de qualification. Et c'est comme ça qu'un secteur informel se met en place, dominé par beaucoup plus du travail et très peu de capital, et avec des individus qui vivent dans la précarité. Et chemin faisant, ce secteur a grossi parce que les politiques n'ont pas pu mettre en place des mesures contracycliques pour éviter cela. Voilà en fait le scénario auquel nous faisons face. De 1995 à 2017. Il faut circonscrire ça dans le temps également. Nous avons la chance d'avoir un invité qui était dedans, qui a constaté à partir de cas pratiques et qui peut aujourd'hui nous édifier sur la responsabilité des uns et des autres. À partir de quel moment, de façon séquencée, avez-vous constaté le décalage? Disons que ce que j'ai fait, c'est prendre des enquêtes ménages de 1995, je parlais de SM2, 2011, nous avons également une enquête majeure, SPSS, et puis nous avons eu 2018, HCVM, puis la dernière sur le marché du travail, qui vraiment raconte l'histoire, que j'ai utilisée, c'est NS, l'enquête sur l'emploi que le Sénégal a menée. Donc vous voyez bien que nous sommes sur 22 ans là, où le phénomène est structurel, puisque le poids de ces non-qualifiés dans le temps ne varie pas trop structurellement. Voilà en fait les évidences que j'ai pu... Malgré la définition des politiques publiques, ça n'a pu absorber et créer l'équilibre entre les qualifiés et les informels. Non, le point est le suivant, et je m'en suis rendu compte lorsqu'il m'a été demandé d'évaluer l'impact du PSE sur l'emploi. C'est un exercice que j'avais mené avec la BAD en essayant de simuler ce que les décideurs voulaient, parce qu'ils avaient mis en place des priorités. Lorsque je simule ce que donne l'impact de ces secteurs prioritaires, je me retrouve à avoir une économie qui demande plus de non-qualifiés. J'essaie de comprendre ce qui se passait, et c'est là où je remarque que, en fait, un effet poids. Ils étaient tellement nombreux que lorsque vous faites un choc, même concernant un secteur qui demande des qualifiés, c'était beaucoup plus eux qui étaient demandés. Et je me suis dit, la façon peut-être de régler cela, c'est de prendre une économie de référence. J'avais pris l'Afrique du Sud, et lorsque j'ai pris la matrice de l'Afrique du Sud, j'ai reprofilé l'économie sénégalaise exactement comme se comportait l'économie sud-africaine, qui avait à peu près 54% de qualifiés sur le marché. Et ça donnait un scénario qui était un scénario auquel le Sénégal pouvait s'attendre. Voyez-vous, c'est vraiment un paradoxe que nous avons là, de dire que nous voulons mettre le cap vers des secteurs prioritaires, des secteurs qui sont supposés attirer des qualifiés, mais in fine, en fait, nous les trouvons peu ces qualifiés, et même lorsqu'ils sont là, ils se retrouvent à être mis Vous avez parlé de qualifiés. Souvent, c'est des littéraires pour l'essentiel.
pour la majorité? Ou bien, dites-nous, qu'en est-il réellement? Disons que moi, la typologie que j'ai utilisée, c'est de les classer selon leur niveau d'instruction, en allant du CFE jusqu'à ceux Mais qui ont pas le bac selon plus. le statut réel, en termes de sciences ou de littéraire ou Non, ça aurait été le possible profil, si j'avais des données beaucoup plus raffinées. Voilà, donc l'entrée que j'ai utilisée, c'est vraiment une typologie de type qui sont ceux qui demandent de l'emploi, quel est leur niveau de qualification, Oui. donc le niveau d'instruction. d'instruction. Ouais. Et ils arrivent jusqu'à Alors, le scénario qui m'a été donné de constater, c'est que 11 ans d'études. il peut arriver jusqu'au bac plus 5, mais vous trouverez un stock qui ne fait pas 4%. C'est à peu près quelque chose de l'ordre de 39%. Pour dire que nous avons une population active. Lorsque nous regardons ce que nous avons comme qualifiés, ce niveau n'atteint pas 4% pour ceux qui sont supposés être les très qualifiés. Et donc, justement, le link avec la nature de notre économie, vous trouvez les paradoxes dans la définition des politiques publiques. Oui, parce que le problème auquel on se heurte est le suivant. Si nous demandons à notre économie de quoi elle a besoin en termes de demande de travail, notre économie réagit en allant chercher les non qualifiés. Essentiellement ceux qui ne sont pas allés à l'école. Mais c'est dû à quoi? C'est à nouveau dû au fait que structurellement, c'est plus l'informel qui a tiré l'économie ces dernières années. Et le phénomène part des années 70. Lorsque cette chose s'est installée. Puis, lorsqu'on arrive au niveau des années 80, avec toutes ces politiques d'ajustement, etc., vous avez des réflexes, des rationalités des agents qui font quoi là ils vont être habilités par ces secteurs précaires, certes, mais des secteurs qui leur permettent de trouver un revenu. Et je disais à l'entame de mon propos que vous demandez à l'économie sénégalaise de quoi elle a besoin, du travail non qualifié. Le scénario le plus rationnel aurait été de nous projeter pour les décennies à venir et de fixer le cap sur des secteurs, ce que j'appelle les secteurs innovateurs. À ce moment, à rebours, il est possible de reprofiler le marché du travail en travaillant dès le préscolaire à faire en sorte que la donne, elle change. Mais si l'offre correspond à la demande, alors que pour vous, ça devrait être le contraire. Pour moi, le scénario le plus vertueux aurait été d'avoir une économie 60 ans après les indépendances qui soit portée par des talents qualifiés. Mais dans le processus, hein, sous Senghor, c'était le cas. Oui, le grammairien, oui, le poète Léopold Sédar Senghor, on l'avait mis vraiment 30% de l'économie sur l'éducation. Après Senghor, Abdou Diouf est venu. Expliquez-nous, vous qui étiez dedans, comment s'est présenté le processus? La vision sous Senghor, elle était très bonne. C'était une nation qui avait fait le pari du capital humain, de l'humain. Mais n'oubliez pas que sous Senghor, vous avez des crises majeures qui arrivent. C'est notamment le choc pétrolier. Mais localement, à nouveau, lorsque arrivent des scénarios de sécheresse, c'est là où la machine, elle grippe. Et cet exode qui va des zones rurales aux zones urbaines, justement, c'est ce qui a alimenté ce segment informel-là. Or, nous n'avons pas pu corriger dans le temps parce que quand Diouf arrive, n'oubliez pas, on a vécu ce fameux plan Saroulum qui fut très dur, des ajustements structurels qui faisaient que... et la dévaluation. Voilà. Tout ce qui était dépenses publiques orientées vers ces secteurs stratégiques était revu à minimum. C'est seulement vers la fin du régime de Diouf, en 1998, que le Sénégal décide de mettre en œuvre ce que nous appelons le PDF, le programme décennal d'éducation et de la formation. Sauf que Diouf ne met pas ça en application en 1998, c'est en 2000 que Wade arrive et lance l'initiative. C'est à partir de là que le Sénégal redresse la tête et les taux de scolarisation se sont améliorés. Mais bon, assez bizarrement, lorsque arrive Macky,
ce que nous observons, c'est à nouveau une baisse. Alors que le président Macky avait vraiment s'était engagé. Mais c'est cela le paradoxe, parce que le capital humain faisait partie des axes stratégiques. Pour auto-centrer l'économie autour du capital humain. Oui, mais lorsque vous lisez l'ouvrage... Expliquez-nous un peu. C'est la différence c'est la différence entre les vœux pieux des décideurs et ce que donne de voir la réalité. Oui. Lorsque j'analyse la décennie Macky, c'est une décennie de perdu pour l'éducation. Parce que les pertes en termes de taux de scolarisation passent par moment de 8% à quasiment 7%. Le seul secteur où vous avez peut-être une amélie, c'est le préscolaire, où nous passons à un taux de 17%. Mais 17%... oui, parce qu'avec Ouad, un peu, avec la casse des tout-petits, de plus en plus, beaucoup d'initiatives avaient été prises. C'est cela, c'est le seul secteur où il y a eu une embellie. Mais avouez que 17% pour une population scolarisable aussi sensible, c'est très faible. Par contre... À partir de quelle année les 17% Les 17%, vous les avez à partir de 2018. Vous êtes autour de 17%. Mais après, pour tous les autres niveaux, c'est carrément une dégringolade. Et moi, cela, je l'appelle une décennie perdue de l'éducation. Parce qu'entre les vœux pieux et... Et quelle est l'explication L'explication, c'est... La cause réelle, de cette pente. Je pense que l'explication est liée au fait que Ouad avait commencé à mettre en place beaucoup d'investissements. C'est avec Ouad qu'arrivent les collèges de proximité et tout le reste. Mais quand arrive le tour de Macky, ce qu'on constate, c'est comme un gel par rapport à ces investissements-là. Pourquoi, 60 ans après les indépendances, nous parlons toujours d'abris provisoires? Pourquoi est-ce qu'un enfant habitant une localité, un village, ne peut pas, une fois qu'il a fini son primaire, continuer son cycle dans son village ou à proximité? Pourquoi est-ce que les enfants abandonnent, décrochent en milieu rural? Mais c'est lié justement à ce que l'investissement n'a pas suivi. Il n'y a pas eu autant d'efforts sous Macky que sous Ouad en termes de construction de salles de classe, en termes d'investissement, pour tous les niveaux. Pour tous les niveaux, tous les niveaux. Oui, mais dans le supérieur, on a vu les cures, les centres universitaires régionaux également sous Macky. Oui. Dans le supérieur, on peut le dire, mais nous sommes en 2024. Lorsque vous sondez la population active au Sénégal, les données vous disent que vous n'en avez pas 4% qui ont complété au moins un bac plus 5. C'est un problème. Et je trouve que c'est déplorable que par rapport à une population scolarisable, nous savons que la population sénégalaise, elle est jeune. Elle est très jeune. La médiane, c'est autour de 19 ans. La moitié de la population... de la population a moins de 35 ans. Exactement. Et la moitié est autour de 19 ans. Vous avez une telle population, vous devez être capable de prévoir dans le temps la façon dont les besoins en scolarisation vont se présenter à vous. Et tenant compte de ces dynamiques, vous devez mettre en place l'investissement qu'il faut pour que cette population ne soit pas larguée. Parce que la réalité, c'est ça. Le hiatus entre la population scolarisable et ceux qui ont effectivement la chance d'être à l'école est trop élevé. Oui, alors vous l'avez démontré finalement qu'aujourd'hui, le marché est mieux occupé par les non qualifiés. Dans le chapitre 5, vous avez fait une analyse approfondie de la demande de travail et vous dire, de ce point de vue, cette demande par rapport à l'offre, cette demande est trop forte par rapport à l'offre et centrée sur les informels. En fait, c'est lié au fait que vous classez votre économie en trois grands secteurs, l'agriculture, l'industrie, services. C'est beaucoup plus les services qui occupent un poids le plus élevé dans la création de recherche. Vous interrogez les locomotives de la croissance, c'est à nouveau les services qui se présentent comme le secteur qui tire le moteur de la croissance au Sénégal. Et dans ces services, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, ce sont les services informels qui expliquent cette dynamique que nous observons au niveau des services. Parce que le marché du travail vous dit que c'est à peu près 47% des effectifs qui sont dans les services. Beaucoup plus alimentés par justement ces dynamiques impulsées par les services informels. Alors oui, quand vous regardez notre économie souvent, et c'est ça le grand paradoxe, une économie qui aurait dû s'auto-centrer sur la production avec une population essentiellement jeune, mais c'est souvent une économie de services. Oui. C'est un paradoxe ou bien? C'est en fait
Le scénario... Non centré sur la production, mais sur le service. Alors, disais-je... C'est un paradoxe sénégalais? Ça n'est pas un paradoxe seulement sénégalais. C'est un paradoxe de toutes ces économies qui sont alimentées par ce saut qui s'opère du secteur primaire vers le secteur tertiaire. Vous allez vous regardez dans les économies de la sous-région, ou certaines économies en développement, c'est exactement le même phénomène. Dans la norme, c'est l'agriculture qui alimente le secteur secondaire par ses gains de productivité et des inputs qui coûtent moins cher. Et ensuite, les gains de productivité que l'industrie engrange permettent d'alimenter un secteur tertiaire qui émane de cela. Ici, c'est l'inverse. Par le fait de choc exogène que nous avons vécu, choc pétrolier, je parlais, sécheresse, nous avons eu un saut qui nous a fait passer d'un secteur, l'agriculture, vers le secteur tertiaire. D'où un secteur informel qui s'est installé et qui a grossi. Vous regardez ce que donne l'industrie, ça n'est pas trop ce qu'on aurait pu espérer 60 ans après les années. Et justement, les politiques publiques ne se sont pas intéressées à justement cette forte industrialisation. Oui. Alors qu'à y regarder de plus près, le dessin était pratiquement naturel. Primaire, secondaire, tertiaire. Oui. En fait, c'est un tout, Bayomar. Lorsque vous dites que j'ai besoin d'industrialiser mon économie, la question que vous devez vous poser, c'est d'abord, est-ce que vous avez les qualifications pour le faire? Pour le faire. Parce que si vous n'avez pas de qualifications, vous devez importer ces qualifications. Alors, nous sommes là en face d'un problème. Réel. Nous ne produisons pas suffisamment de qualifiés. C'est une idée reçue que le Sénégal a trop de bacheliers, trop d'étudiants, etc. Mais ça n'est pas la réalité. Les données nous disent autre chose. Pour une économie 60 ans après les indépendances qui veut faire le saut de la modernité, il est important d'abord de travailler cela. C'est-à-dire, il faut que le capital humain soit disponible et qualifié en quantité et en qualité, qu'on les retrouve beaucoup plus vers les segments les plus qualifiés pour attaquer ce que vous dites. Oui, mais vous avez parlé d'une trop importance dans le marché justement de cette catégorie informelle. Est-ce que c'est cela que vous trouvez dans les rues? Vous les trouvez dans cette catégorie, mais la catégorie la plus importante que la NSD donne de voir, c'est ce qu'on appelle les aides familiaux. C'est-à-dire des individus qui sont là. Et dans cette catégorie, nous en avons même détecté certains qui ont une qualification, qui sont occupés à des tâches liées à la famille, etc. Et pas de retour en termes de revenus. Ce dont vous parlez est une autre catégorie qui m'a intéressé par le passé. Ce sont des jeunes qui ne sont jamais allés à l'école, qui ne travaillent pas et qui ne sont pas formés. Ce que nous appelons les NEET, en termes anglo-saxons, et qui nous est venu d'un phénomène que les anglo-saxons avaient très tôt détecté et ont apporté des palliatifs. Ici, vous prenez des jeunes, 4 jeunes sur 10 sont dans cette catégorie. Aucune qualification. Aucune qualification, il n'a pas été formé, il ne travaille pas. Donc voilà, ce sont des jeunes que vous trouverez dans la banlieue en train de boire du thé. Un peu partout, dans le Sénégal. Oui, exactement. Et ça également, c'est un problème de politique publique. Vous prenez un pays comme l'Inde, l'Inde a pu adresser ce phénomène en mettant en place ce qu'ils ont appelé la loi Mahatma Gandhi, qui obligeait l'État, via une loi qui a été votée au Parlement, à offrir un certain nombre de jours de travail par an à ces jeunes-là. La résultante étant que ces jeunes pouvaient retrouver leur dignité, du travail, du revenu et, chemin faisant, être formés pour ne pas retomber dans cette trappe à NEET. Et justement, cela a aussi été une bombe à retardement pour l'économie. C'est exactement ce que nous observons. Et pour enchaîner dans le chapitre 6, vous avez parlé d'un besoin d'options stratégiques en mettant l'accent sur l'innovation. Oui, ce que je dis, c'est qu'il nous faut fondamentalement revoir la façon dont nous concevons nos politiques économiques, dont nous élaborons nos politiques économiques. Il nous faut corriger. Il nous faut corriger. Il nous faut corriger, dites-vous, mettre l'accent sur l'innovation en initiant des options stratégiques. C'est cela, parce qu'il faut savoir fixer la bonne boussole. La bonne boussole, c'est laquelle? Nous avions connu des révolutions industrielles par le passé, mais la révolution industrielle qui se joue sous nos yeux là, c'est la révolution 4.0. Oui, avec l'IA. Avec l'IA. Oui. Vous n'êtes pas dans le train de l'IA
vous êtes à nouveau mis de côté pour des décennies et des décennies. Parce que le futur de l'économie sera dicté par l'intelligence artificielle. Exactement. Oui. Et même parlant d'industrie, la dynamique actuellement est telle que les processus de robotisation vous obligent à avoir une industrie de ce type-là. Oui. Alors, une fois que vous avez cette lecture du monde à venir, une façon de s'y préparer, c'est de fixer la bonne boussole. C'est la raison pour laquelle je dis que la première chose à faire pour le Sénégal, c'est de fixer le cap de l'innovation. Mais une fois que vous avez défini cet objectif de politique économique, à rebours se pose la question de savoir de quoi vous aurez besoin pour avoir une économie qui fonctionne. Mais justement, vous partez déjà par nous démontrer, si besoin en était, qu'on n'a pas suffisamment de qualifiés. Lié à notre économie, vous démontrez ce besoin de changer de paradigme en mettant l'accent sur l'innovation, notamment sur l'IA, l'intelligence artificielle. Sommes-nous bien partis alors? Alors, ça dépend de l'horizon temporel qu'on se fixe. Oui. Alors, si nous disons que notre Parce qu'on a faussé le départ là. C'est clair, les données le montrent, c'est pourquoi nous avons mis le doigt dans la plaie. Mais si comment corriger comment corriger? C'est l'objet du chapitre 6. Oui, nous y entrons. Une fois que le cap est fixé, je veux que mon économie soit moulée par rapport à ce qui sera le futur du monde. L'innovation. Vous avez pris l'exemple du Japon déjà. Exactement. C'est un cas qui m'a beaucoup intéressé parce que qu'est-ce que le Japon fait? Lorsque arrive l'empereur du Meiji en 1869, lui reçoit le commodore Perry. C'est le commodore Perry que les Américains avaient envoyé pour que le Japon s'ouvre et donc ouvre ses ports. Contrairement à la Chine, le Japon a décidé d'ouvrir son port et de s'ouvrir au monde. Non seulement cela, mais le Japon a fait le pari d'imiter le maître. Dans la dialectique du maître et de l'esclave, le Japon savait que c'est en allant à l'école du maître qu'il pouvait lui arracher cette science. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'en 1876, les États-Unis envoient le docteur William Clark, qui arrive et qui expérimente un type d'enseignement. On lui avait confié une île vierge, l'île d'Hokkaido, où il prend en charge 24 étudiants qui lui viennent des universités. Mais figurez-vous bien, Bayomar, ce sont ces 24 étudiants qui sont devenus les capitaines d'industrie du Japon plusieurs décennies après. Et parmi ces 24, vous en avez un qui s'est inspiré du modèle de Clark pour changer le modèle éducatif japonais. Et vous avez Fukazawa qui, lui, en lisant Les Signes du Temps, avait pris le soin d'écrire un ouvrage qui était célèbre à l'époque, Apprendre. Et qu'est-ce qu'il dit en toile de fond? C'est qu'en fait, le ciel ne crée personne différent des autres. Et c'est à partir de ces idées fortes-là que le Japon a décidé de casser la hiérarchie, puisque le Japon était très hiérarchisé, c'était les samouraïs qui étaient au sommet, puis les autres, mais une loi a été prise, la loi dite des 4 peuples, où le Japon a décidé que ce soit les samouraïs, les artisans, les fermiers ou la 4e classe, les commerçants, tous sont d'égale dignité et ont les mêmes droits. Et ils ont forcé à ce moment les parents à envoyer les enfants à l'école. Et c'est ce qui a donné le Japon qui, imitant le maître, s'est trompé. On se rappelle des appareils Kodak qui étaient un peu mal faits, mais qui finalement devient l'un des pays phares de l'OCDE et devient le premier pays non occidental à réussir ce que nous appelons un miracle économique. Un miracle économique rapporté au Sénégal. Comment corriger alors? Rapporté au Sénégal, mais Joe Cabral. C'est pourquoi je convoquais l'exemple du Japon. Oui, parce maintenant, comment rapporter cela au Sénégal? Oui, mais il est bon de comprendre l'effet de contamination que le Japon a exercé chez ses voisins. La Chine décide de faire comme le Japon, mais quand? Seulement en 1978. C'est relativement récent. Oui. Vous avez tous ce qu'on appelait les dragons, Corée du Sud, etc., qui font comme leurs voisins. Mais le Sénégal
pour s'inspirer de cet exemple que je convoque, doit pouvoir travailler sur une génération. Et c'est la raison pour laquelle je mets le curseur sur la petite enfance. Ah. Parce que, comme départ. Comme départ. Parce que c'est en une génération que vous pouvez changer les choses. Qui correspond à l'école. Correspond à l'école. Oui. Qui correspond à l'école et qui vous permet... Mais quand vous dites l'école, c'est bien de la définir de quelle école il s'agit. Pour moi, c'est également, une des batailles à mener en termes de politique. Nous devons sortir de l'école dont nous avons hérité, du modèle dont nous avons hérité. Colonial, oui. Que j'évoque dans l'ouvrage, oui. Qui fait de nous naturellement des sujets passifs. Parce qu'au départ, quel était le but du colon? C'était d'exploiter la colonie au profit de la métropole. Oui. Le colon avait besoin de sujets suffisamment ataviques, passifs, pour y arriver. Et je convoque des exemples de modèles éducatifs qui ont traversé cette période, avec Roum, le premier modèle dont nous avons hérité, Ponty, qui lui introduit une politique de la race, puisque lui dit que si nous voulons exploiter les colonies, nous devons former des techniciens et des savants pour mieux exploiter la ressource. C'est de ce modèle dont nous avons hérité, qui fait de nous des sortants d'un système, mais des sortants ataviques. Cela doit vous sembler curieux que lorsque nous sortons de l'école, la capacité d'initiative et le risque sont à des niveaux tellement bas que ce sont ceux qui ne vont pas à l'école, qui le font à notre place. Mais justement, c'est le paradoxe. Le paradoxe de notre modèle. Et puis en vous inspirant de l'école dite japonaise, c'est d'abord justement autocentré sur l'identité. C'est ça. Oui, qui est la clé de développement. Mais chez nous, oui, vous n'avez pas encore défini. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. De quelle école il s'agit? Parce qu'on en a plusieurs quelque part. Oui, moi ce que je pense, c'est que nous devons sortir, réinventer notre modèle éducatif et sortir de ce modèle colonial qui jusqu'ici a prise sur nos sortants. Pour aller vers un modèle réinventé. Ce que j'appelle un modèle réinventé, ce sont des enfants que vous prenez dès le préscolaire. Vous vous appuyez sur les progrès de la neuroscience. Les neurosciences ont fait tellement de progrès qu'aujourd'hui nous pouvons aller vers un autre modèle où la capacité d'initiative, la prise de risque est dès le départ, dès le préscolaire, est éveillée chez l'enfant. Une fois que vous avez ça, vous y adossez un autre modèle que je convoque, celui de Paulo Freire. Que dit Paulo Freire? C'est que lorsque vous avez subi une colonisation, la meilleure façon de vous défaire de cette emprise, c'est de mettre un modèle qui vous permette de bien lire votre réalité et de la changer. Une fois que vous avez fait ça, que deviennent les savoirs dont nous avons hérité? Ces savoirs endogènes sont importants. Parce que, par exemple, moi, j'ai grandi à Tamba avec des enfants de mon âge. Nous avions des jeux typiquement de là-bas, des jeux africains. Ces jeux n'ont pas été créés par nous autres les Africains comme ça. Non, ça avait une fonction ludique. Tout ce patrimoine immatériel dont nous avons hérité doit être reconvoqué. Pour faire quoi? Pour aller vers un autre modèle qui fasse que dès l'enfance, l'élève, dès le préscolaire, est éduqué à partir de ses valeurs. Parce que pour moi, éduquer n'est pas seulement transmettre des connaissances. L'éducation doit également impliquer une grande dose de valeurs. Et ces valeurs doivent être les nôtres. C'est à partir de là que l'enfant a un référent et évite ce que Cheikh Anta Diop disait. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'en fait, in fine, nous sortons d'un modèle où nous sommes victimes d'un poison culturel. Et ce poison culturel est visible dans tous les jugements que nous faisons. Et quelle que soit justement cette école, qu'elle soit endogène d'abord, elle peut compétir avec le monde sur la base de l'IA. Une fois que vous avez cette école, c'est-à-dire un modèle complètement réinventé, adossé à vos socles culturels et à vos valeurs, pas ce que veulent les Occidentaux ni les Asiatiques, mais ce que nous avons comme référent culturel. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire comme le Japon. Parce que ce qui transparaît dans le modèle japonais, c'est que même en copiant les maîtres, ils sont restés eux-mêmes. Pour pouvoir doubler le maître. C'est en restant soi-même et mentalement en étant préparé aux défis du futur que nous pouvons aller chercher justement cette dose de compétitivité. Illustration, je vous donne une illustration très simple. Les Sénégalais ne le savent pas, mais le Sénégal produit des semi-conducteurs.
J'en ai eu la preuve en faisant le travail de recherche par rapport à cet ouvrage. Principal avait reçu la dernière génération d'IRM. L'hôpital principal de Dakar. Principal. Ce que je dis là est très récent. Oui. Ils ont été, pour une raison ou pour une autre, bloqués parce que la machine s'était subitement arrêtée. Là. Oui. Il y avait une file de malades qui attendaient. Ça ne pouvait pas attendre. Siemens dit à l'hôpital principal qu'il faut 10 jours pour acheminer la pièce et réparer la panne. Celui qui était en charge de l'IRM, que je connais très bien, prend le risque de voir un jeune qui a pignon sur rue à Ouakam et qui est un ancien de Polytechnique Toulouse, je pense, ou Lille, et qui a fait Silicon Valley, mais qui a fait le pari de rentrer au Sénégal. Lorsque ce jeune arrive avec son collaborateur, ils disent à ce monsieur qu'ils peuvent réparer ça. Et en 48 heures, ils ont pu fabriquer à l'identique un semi-conducteur qui a fait redémarrer la machine. Lorsque Siemens arrive, ils sont étonnés de constater cette prouesse parce que une machine fabriquée par Siemens ne pouvait être dépannée que et on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Oui. Je cite juste un jeune que je connais, mais vous avez une telle kyrielle de jeunes technophiles qui veulent rentrer, mais on ne leur facilite pas la tâche. Exactement. Mais je pense que Bayouma, tout cela est lié au fait qu'il nous faut des politiques publiques qui sachent fixer les bonnes boussoles et à rebours chercher les instruments. Mais vous l'avez dit dans votre chapitre 7, relever justement le stock. Quand vous parlez de relever le stock dans votre chapitre 7, c'est le capital humain dont vous faites allusion. Il existe ce capital humain. Comment le relever? Alors, il n'y a pas de secret, Bayouma. Il faut énormément d'investissements pour rattraper ce retard que nous avons accusé au bout de 60 ans. Il faut énormément d'écoles, il faut énormément de collèges de proximité, il faut énormément de lycées de proximité, mais à nouveau en évitant le piège du passé, celui du modèle qui forme des sortants qui sont ataviques, qui n'ont pas de capacité d'initiative, qui n'osent pas, si je puis caricaturer. Il faut vraiment aller vers énormément d'investissements, mais parlant du chapitre 7, ce que je dis en sus, c'est qu'il ne suffit pas seulement d'augmenter le stock de capital humain. Non, mais il faut déboucher sur ce que vous appelez une société dite de savoir. Exactement. Et cela a un lien avec la façon dont les mentalités sont façonnées. Mais comment transformer cette mentalité? Alors, ce que j'ai découvert, et cela date de 2 ou 3 ans, ce que j'ai reçu comme dépôt théorique durant mes cours, c'est de dire que la valeur ajoutée dépend de 2 facteurs, le travail et le capital. Soit. Mais lorsque je lis des expériences comme l'expérience du Japon, ou d'autres pays que j'ai pu parcourir, je découvre qu'en fait qu'il y a un autre facteur qui intervient et qui est éminemment important. C'est le facteur mental. Or, les économistes font l'impasse sur ce facteur. Et pourtant, François Pérou le dit lorsqu'il définit le développement économique. Puisqu'on dit que c'est la combinaison de changements mentaux, il parle de mentalité, et sociaux, qui rendent une population apte à faire quoi durablement et cumulativement son produit global, son PIB. Mais nous mettons l'accent sur le PIB, avec de façon implicite les 2 facteurs, capital et travail, mais nous oublions en fait la clé, les mentalités. Et ces mentalités expliquent pourquoi le Japon est devenu le Japon d'après la guerre. Ces mentalités expliquent pourquoi la Chine, à partir de la décision prise en 1978, est devenue la Chine d'aujourd'hui, qui part, ne l'oublions pas, de la longue marche de Mao. La Chine est restée chevillée à cette idée-là. Donc, cela veut dire que le développement s'inscrit dans la durée. C'est ça. Les modèles tels que nous les recevons sont standards, mais nous devons avoir une posture critique pour les interroger. Moi, la posture critique que j'ai pu avoir à partir de cette expérience-là, j'ai dit que certes, j'ai reçu un enseignement, un dépôt théorique, mais il manque quelque chose. Ce facteur mental est éminemment important et c'est une piste que je suis en train d'explorer. Et ce que je découvre, chemin faisant, puisque nous en parlons, 2025
Et l'année où nous célébrons le centenaire de la naissance de Frantz Fanon, oui. qui va être fêté par le Sénégal en décembre. Mm-hmm. Et comme d'usage, lorsque j'y vais avec cette hypothèse que les mentalités sont importantes, Oui. ce que j'oublie de questionner, c'est qu'est-ce qui explique les mentalités. Oui. Et c'est en lisant Frantz Fanon que je découvre que ça n'est pas une donnée, les mentalités. Mm-hmm. L'état mental dépend de facteurs que vous mettez en place. Mm. Fanon nous dit que Oui. nous sommes habitués à accepter la théorie telle que nous avons reçue d'une pensée eurocentrée, euromoderne, sans la questionner. Oui. Mais ce qu'il nous dit, c'est que cette pensée eurocentrée est éminemment liée à des lieux de pouvoir. L'économiste que je suis Oui. le découvre parce que quand Cantillon donne comme conseil au roi de France que pour être riche, il faut aller chercher l'or des colonies, nous avons une doctrine là, c'est le mercantilisme, mais qui part d'un lieu de pouvoir. Quand on remonte beaucoup plus loin, d'où part le processus de l'esclavage, en réalité, c'est ce besoin de chosifier l'être humain pour en faire une marchandise. Oui. Mais cela part d'un lieu de pouvoir. Oui. Nous sommes à l'ère de la post-colonie. Oui. Les choses ont-elles changé? Je pense que fondamentalement, Fanon est devenu une actualité parce que, qu'on le veuille ou non, cette théorie eurocentrée, moderne, est ce qui a prise dans nos facultés. Oui. C'est la théorie qui m'a moulé. Oui. Et cette théorie, malheureusement, est élaborée à partir de milieux éminemment politiques. Alors, si l'on ne fait qu'interpréter, maintenant, il s'agit de transformer par le biais de la mentalité. Oui, et justement, cette mentalité-là, vous avez l'impression, au regard du cas d'étude, que oui, que c'est en train d'être opéré au Sénégal? Oui, je pense que, quoi qu'on dise, il y a eu quelque chose qui s'est passé après le 24 mars. Oui. Du point de vue, parmi les facteurs qui ont amené Vous pensez que c'est en train de s'opérer au Sénégal? Non, en fait, lorsque je prends les jeunes, Oui. parce qu'en réalité c'est la vague qui nous a permis d'avoir ça, que ces jeunes aillent à l'école ou pas, ils sont conscients du fait qu'il nous faut couper le cordon ombilical avec une post-colonie qui continue à exploiter ces anciennes colonies. Oui. Ça, au moins, c'est clair dans l'esprit de tous les jeunes, qu'ils aillent à l'école ou non. Moi, je pense que c'est le terreau favorable pour aller vers un autre Sénégal. Parce que des indépendances amenant, ce qui nous a été donné de constater, c'est que voilà, nous opérions comme au lendemain des indépendances. Oui. Nous dépendions beaucoup plus de nos anciens, de l'ancienne métropole. Ici, il s'agit d'une césure pour assumer son avenir. Et vous me direz que à partir du moment où nous n'avons pas beaucoup de qualifiés, ça peut être un problème. Mais à nouveau, je vous dis, Bayomar, que le développement se construit par des sauts de génération. Oui. La Corée du Sud a fait le saut. Vous voulez dire qu'il y a une génération de perdus au regard des données? Oui. Ce que je peux dire, c'est que ce qui va se passer... Je ne coupe pas, un confrère me l'avait confirmé, que notre génération, la nôtre et celle qui vient après nous, seront des générations sacrifiées. A-t-il raison? Cela dépend du coût de ce sacrifice. Oui. Si le sacrifice permet à nos enfants, dès le préscolaire, de monter sur nos épaules pour changer le Sénégal dans 25 ans, le sacrifice en vaut la peine. Mais ce qui serait dommage, parce que nous sommes 60 ans, c'est 3 générations là, à peu près, c'est que des générations se suivent, se sacrifient et que rien ne se passe. Oui. Vous voyez? Donc, cette notion de sacrifice, c'est une notion qui probablement sera agitée lors de notre ouvrage que nous préparons. Ce sera avec plaisir. Oui, c'est un concept que j'ajoute, que j'appelle la notion de suicide de classe. Que veut dire le suicide de classe? Si on le ramène à celui qu'il a énoncé en premier, Amilcar Cabral. Ce qu'il dit, c'est que face à l'oppresseur, si nous voulons libérer les zones qui nous appartiennent, il faut que la bourgeoisie se sacrifie. Parce que la bourgeoisie était le cheval de Troie. Au détriment de qui? Au profit des masses. Laborieuses. Au profit des masses laborieuses. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, ce sacrifice
demande aux bourgeois de renoncer à leurs privilèges pour aller rejoindre les masses pour les former. Il n'a plus le choix, le bourgeois. Il n'a plus le choix, le bourgeois. En 1789, la France s'était battue pour casser cette bourgeoisie et que le prolétaire s'est érigé en maître, finalement, la disparition des classes et justement du middle class, même en URSS, finalement. Oui, qu'est devenu notre processus historique aujourd'hui? Est-il arrivé le moment de reprendre en main le pouvoir, comme vous l'avez dit? Je pense que cette reprise en main est en train de s'opérer, oui. Parce que qui confère le pouvoir? C'est le peuple. Oui. Jusqu'ici, nous avions comme une délégation de pouvoir avec cette post-colonie qui ne s'arrêtait pas. Nous avons là un signal au moins que notre destin est entre notre main. Se passe la question de savoir dans 25 ans ce que nous serons. Oui. Et c'est là où je dis qu'il nous faut choisir, fixer les bonnes boussoles et à rebours utiliser les instruments qu'il faut. Oui. Dans le chapitre 7, ce que je dis, nous ne pouvons pas rater à nouveau le train d'une révolution industrielle qui se déroule sous nous. Nous avons tout le potentiel pour y arriver. Je viens de donner l'exemple de ce jeune-là qui est dans les semi-conducteurs alors que le Sénégal n'y est pas. Et ils font floraison dans ce pays. Ils font floraison dans ce pays. Oui. La diaspora est rempli de gens aussi talentueux que ces jeunes-là. Et je dis, il nous faut une société de savoir. Avoir 8 personnes sur 10 qui n'ont aucune compétence, c'est cela qu'il faut renverser. Pour que si nous atteignons ce stade de société de savoir, que les sachants dominent la société. Oui. Et enfin, je le dis, il nous faut quand même tenir compte du fait que nous devons être nous-mêmes, penser par nous-mêmes, retrouver nos référents culturels et ce saut mental également. Et cela passe par la transformation de notre mentalité. Exactement. Et cela, justement, vous vous adressez aux décideurs. Oui. Pour la transformation de cette mentalité. Oui. Comment le canal le plus utilisé, si j'en juge la littérature, c'est la combinaison de l'école, donc de votre modèle éducatif que vous allez changer, et de vos valeurs que vous allez transmettre. L'éducation retrouve son sens. Transmettre des connaissances, mais également inculquer des valeurs. Parce que c'est par l'école que l'enfant apprend à avoir confiance. En qui? D'abord au maître, qu'il transmet la connaissance. Que les parents d'élèves ont confiance à l'école. Et que les acteurs se font confiance entre eux. C'est un laboratoire éminemment important qui permet d'avoir ce bien public que j'appelle la confiance. Parce que qu'est-ce qui a fait sortir l'Allemagne de son statut de puissance vaincue pour être cette puissance que nous avons observée, qui draine le route? C'est parce qu'ils ont retrouvé une confiance en eux-mêmes et ils ont eu le désir de sortir de cette mauvaise passe. Vous prenez l'exemple le plus antique, c'est la Hollande. Oui. La Hollande a vécu une occupation espagnole. Mais mentalement, ils ont été armés et ils ont décidé de mettre un terme à cette occupation-là. Mieux, ils ont vaincu la menace de l'eau avec les polders. Vous prenez l'Angleterre, voilà. Les exemples foisonnent. Vous prenez le Japon, c'est un exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est une volonté de réussir ensemble. Et le bien public qui le permet par essence, c'est de se faire confiance, c'est d'avoir confiance en soi et de se projeter ensemble vers l'avenir. Et justement, parlant de confiance, si vous n'avez pas conscience de vous, si vous n'avez pas une connaissance de qui vous êtes, cette confiance, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est clair. Ouais. Merci. Je vous remercie, Bayoma. Merci beaucoup. Vous vous rappelez qu'il s'agit de Jo Cabral. Ça a été un plaisir. Et vous l'avez dit en conclusion, le seul lieu d'acquisition du savoir, c'est l'école. Oui. Ouais, c'est l'école, quelle que soit l'école. C'est le canal par essence qui nous permet d'acquérir le savoir. Et lorsqu'on le combine avec nos référents culturels, pas les référents culturels des autres, alors mentalement, nous pouvons avoir des enfants demain qui feront la différence. Et rester nous-mêmes, pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et justement, c'est le mot de la fin, ça a été un plaisir. Je vous remercie. Et quelque part, le processus n'a pas été bon. Vous l'avez dit, vous l'avez démontré. Absolument. Il nous faut changer. Changer de mentalité, avez-vous dit. Absolument.
Merci encore une fois. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, toujours dans la même lancée. Oui, questionner nos politiques publiques pour leur trouver des réponses par des Sénégalais eux-mêmes. C'est cela la souveraineté? Questionner les politiques? Oui, c'est cela la souveraineté éducative. Si vous changez votre modèle éducatif, oui, tel que nous l'avons dit là, oui, en mettant... On parle souvent de souveraineté alimentaire, ouais, de souveraineté même sécuritaire, ouais, mais aujourd'hui il s'agit de souveraineté éducative. La première souveraineté commence par penser par soi-même. Oui. C'est de là que tout part. Qu'est-ce qui est bien dit? On aura d'autres occasions. Encore une fois, pour la dernière fois, je vous propose de lire ce livre, oui, intitulé Sénégal, quand la trajectoire de croissance de l'économie disqualifie les qualifiés. Le débat a été posé. Un ouvrage de 187 pages avec 8 chapitres à découvrir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale. Au revoir. Vous êtes sur la 98.5. Vous y restez cette fois-ci. C'est dans le cadre de Janobi avec El Hadj Malick Ndiaye. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la sañ a attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé